sommes ici ce soir réunis pour la remise du prix 2023 de l'Union rationaliste. Nous avons Kirin Ardakani, c'est ça? Kirin Ardakani, je commence déjà, et Madame Ansari, Irène, je crois. Oui. Voilà, je ne me suis pas trompé. François Héran, notre président. Et donc je vais tout de suite donner la parole à François Héran qui va nous dire pourquoi nous sommes ici, comment, et quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons décerné ce prix. Ensuite nous présenterons les deux collectifs et nous donnerons la parole donc aux représentantes, aux deux représentantes des collectifs qui ont été donc honorés cette année par le prix. Donc François Héran, je te laisse. Oui, merci. Alors nous sommes donc très très heureux d'accueillir en ce jour Madame Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, LFID, et Madame Shirin Ardakani, présidente du collectif Iran Justice, qui incarnent et soutiennent toutes deux le combat des femmes iraniennes. Alors, il est devenu courant, et cette tendance progresse dans le monde universitaire et sur plusieurs continents, y compris aux États-Unis, mais pas seulement, de postuler un antagonisme foncier entre les valeurs de l'Occident, qui seraient faussement universelles, et les valeurs traditionnelles des autres civilisations, qu'il s'agisse du monde slave, de la civilisation indienne, du monde musulman, des sociétés africaines ou amérindiennes. En mars 2022, par exemple, la Douma, le Parlement russe, a annoncé son retrait de la Convention européenne des droits de l'homme en annonçant qu'elle était contraire à sa conception des valeurs, arguant du fait donc que la conception occidentale des droits de l'homme était contraire aux valeurs de la Russie. Et fort heureusement, le Conseil de l'Europe a réussi à devancer ce vote de justesse en décidant d'exclure la Russie au motif que l'invasion de l'Ukraine avait violé les principes fondamentaux des droits de l'homme. Alors de même en Iran, le rejet de l'Occident et de ses valeurs constitue un axe central de la République islamique. La justification apportée à la dictature des mœurs. Il existe d'ailleurs de longue date en Iran un courant intellectuel qualifié d'occidentalisme qui se veut l'envers de l'orientalisme et qui prend notamment pour cible les Iraniennes et les Iraniens occidentalisés, présentés comme des ennemis de l'intérieur. Et s'il est vrai qu'une partie de l'orientalisme occidental s'est mis au service de l'entreprise coloniale, comme l'a relevé Edward Said dans un essai fameux, dont il a lui-même récusé les lectures radicales, il reste que de très grands orientalistes, français ou européens, ont résisté à cette tentation et se sont donnés pour mission de développer des connaissances désintéressées sur les civilisations du monde et plus encore les interactions entre les différents mondes en présence. Je pense à de très grands auteurs comme Claude Cahn ou aujourd'hui Henri Laurence, par exemple. Alors le face-à-face entre orientalisme et occidentalisme, conçu comme la dénonciation mutuelle du bloc civilisationnel opposé, est censé justifier une opposition radicale des systèmes de valeurs et, disons-le tout net, il s'agit d'une aberration. À l'Union rationaliste, nous ne considérons pas que l'Occident forme un bloc, une entité immuable, car nous savons que les valeurs, trop souvent qualifiées d'occidentales, à savoir la défense des libertés fondamentales et des droits humains, la promotion des droits de la femme, des droits de l'enfant, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, l'émancipation de l'État par rapport au pouvoir religieux, le refus de la théocratie, la défense de la démocratie, sans oublier le développement d'une science autonome et responsable, méthodique. Nous savons, dis-je, que ce sont là des valeurs universelles qui justement ont été conquises de haute lutte. Ce n'est pas une émanation naturelle de l'Occident. Les libertés fondamentales, y compris en Occident, sont historiquement des conquêtes, des valeurs arrachées à l'Église, arrachées au pouvoir monarchique, aux censures, aux entraves de toutes sortes, à toutes les formes d'oppression et d'obscurantisme. Les valeurs universelles ne sont pas des valeurs occidentales nées en Occident et réservées à l'Occident. Partout, elles ont été conquises par des minorités pionnières, par des peuples révoltés, par des nations rebelles, mais aussi par la construction de systèmes de savoir qui ont su allier la méthode et le doute, conquis donc contre tous les pouvoirs qui prétendaient incarner l'Occident.
Donc pas plus que nous ne devons essentialiser l'Orient, nous ne devons donc essentialiser l'Occident. Aucune civilisation n'est propriétaire des valeurs fondamentales de liberté et d'égalité. D'ailleurs, les peuples colonisés qui ont conquis leur indépendance se sont eux-mêmes réclamés de ces valeurs en prenant au mot les belles proclamations des puissances coloniales. Et ce qui valait pour les métropoles devait à leurs yeux s'appliquer aussi aux territoires colonisés. Donc nous le savons d'expérience parce que c'est une vieille histoire. Chaque fois que le pouvoir religieux est livré à lui-même, sans aucun garde-fou, c'est plus fort que lui, il abuse de ses prérogatives, il tente à régenter toute la société, à commencer par l'éducation, à commencer par la domination des femmes par les hommes. Aucune religion n'échappe à cette tentation qui découle évidemment de la croyance dans des vérités intangibles et absolues. La monarchie est une variante de la théocratie. Vous l'avez dénoncé, mesdames, avec une énergie et une détermination sans faille qui force notre admiration. Mais vous en êtes consciente aussi, les forces que vous combattez disposent de moyens de coercition, de répression considérables. Elles recourent à la violence la plus exacerbée pour maintenir coûte que coûte leur pouvoir. On a pu espérer à un moment que le pouvoir des Mollahs allait céder devant la résistance populaire, mais on constate qu'il s'accroche. Le combat pour les libertés semble parfois désespéré, sa trajectoire est semée d'embûches, souvent imprévisibles. Et pour finir, je citerai les mots de Françoise Tulkens, une grande juriste belge qui fut vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. On lui demandait s'il fallait être optimiste ou pessimiste sur l'avenir des droits de l'homme. Il ne faut être ni optimiste ni pessimiste en matière de droits de l'homme, car ce sont des droits de vigilance. Je trouve que la formule est très belle, et c'est cette vigilance, mesdames, que vous incarnez. En vous décernant le prix de l'Union rationaliste, nous avions l'intention de vous honorer, mais c'est plutôt, je dois le dire, votre présence ici qui nous honore. Merci. Bien, Chirine et Irène, bonsoir. Je vais en quelques mots présenter le collectif Iran Justice. C'est pour moi un grand plaisir et évidemment un grand honneur que de vous accueillir. Je ne vais pas redire pourquoi ce prix vous a été décerné, parce que François Héran l'a fait d'une manière magistrale et représente tout à fait les raisons pour lesquelles nous avons choisi de le faire. Donc quelques mots sur ce collectif. C'est un groupe non partisan de la diaspora iranienne, qui a été constitué suite au mouvement femmes. Ça sera pas mieux comme ça. Ça sera pas mieux comme ça, moi j'espère. Suite au mouvement Femmes, Vie, Liberté, né en Iran, au cours des manifestations de 2022, celles qui ont suivi la mort de Jina Mahsa Amini. D'ailleurs, le terme Femme, vie, liberté, vous l'expliquez très bien, c'est un slogan kurde, persan ou les deux, peut-être kurde de Perse, qui signifie femme, vie, liberté, zan, zedegi, azadi. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Ce collectif Iran Justice se qualifie lui-même de task force juridique. Il est fort d'une quinzaine d'avocats, juristes et traducteurs. Il est international, j'ai cru comprendre que les nationalités ne sont pas que françaises. Son rôle principal est de recenser les crimes commis par le régime des Mollahs et de les qualifier. Le but ultime étant d'accompagner les Iraniens dans la mise en place, d'abord pour les aider à éradiquer la République islamique alors encore présente, et les accompagner dans la mise en place d'un système démocratique. Voilà. Alors moi j'ai l'honneur, comme l'a dit François, de présenter Irène Ansari. C'est un peu difficile parce que c'est une femme aussi modeste qu'elle est militante et active. Donc elle refuse généralement qu'on parle d'elle,
mais elle souhaite qu'on ne parle que de son association. Et nous sommes dans cette gêne à la remise du prix de l'Union rationaliste, c'est-à-dire nous le remettons au combat des femmes iraniennes, mais c'est une abstraction, le combat, qu'il faut bien incarner. Et nous avons la joie de voir l'incarnation de ce combat. Et je vais parler de l'association parce que sa modestie m'interdit de parler d'elle. Mais juste, je peux dire que c'est une militante infatigable de la cause des femmes iraniennes et aussi afghanes, que nous n'oublions pas dans la remise de ce prix. Et l'occasion m'est donnée de le dire aussi. Voilà. Alors, je vais lire ce qu'est la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. C'est une association créée en 1989, qui est une association féministe, indépendante, laïque. Et en ce sens, elle regroupe toutes les valeurs qui sont aussi les nôtres à l'Union rationaliste, engagée pour le droit des femmes contre les violences et toute forme de discrimination, notamment sexiste et raciste. Elle accueille, soutient, accompagne des femmes victimes de violences majoritairement persanophones, donc à la fois les femmes iraniennes et afghanes, dans leur démarche d'accès aux droits juridiques, asile, santé, emploi, logement, éducation, culture. Les femmes accueillies au sein de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie sont victimes de différentes formes de violences, les violences étatiques dans leur pays d'origine, les violences conjugales et intrafamiliales dans leur pays d'origine, les violences sur le chemin de l'exil ou le parcours de migration, les violences conjugales et intrafamiliales en France. La Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie organise des colloques, des réunions publiques, des rassemblements sur la situation des femmes en Iran et en Afghanistan. Et cette association a été une des premières à organiser à Paris, en partenariat avec des collectifs et des associations telles que le Collectif national pour le droit des femmes, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, Femmes solidaires, des rassemblements et des événements de soutien au mouvement de révolte, au premier rang duquel se trouvent les femmes et la jeunesse iranienne depuis la mort de Jina Mahsa Amini. Voilà, j'en ai fini. Voilà, nous vous invitons donc l'une et l'autre, dans l'ordre que vous souhaitez, de nous présenter donc, vos associations et votre activité, votre combat. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, chers membres de l'Union rationaliste, chers membres de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, chers amis. J'aimerais bien avant tout préciser que notre association a été créée par une femme exilée, Madame Akram Mirhosseini, que malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Je suis honorée et émue de recevoir ce prix attribué conjointement à notre association Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie et au collectif Iran Justice pour le soutien que nous apportons au combat des femmes en Iran. Ce prix nous encourage et nous engage davantage à poursuivre nos actions en soutien des Iraniennes qui luttent courageusement pour leurs droits, pour la liberté et pour égalité et justice sociale. Je suis ravie et je crois sincèrement que le choix de décerner le prix de cette année au combat des femmes en Iran va de pair avec les objectifs fondamentaux de l'Union rationaliste, parmi lesquels nous pouvons citer le combat contre l'irrationalité et l'ignorance et la promotion d'une culture humaniste laïque, car le mouvement
Femmes, Vie, Liberté a relevé le combat des femmes, mais aussi des hommes pour le renversement de l'État théocratique et répressif installé depuis bientôt 45 ans en Iran et pour l'instauration d'un État laïque. Nous sommes à l'approche du 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, il me semble nécessaire de vous dire quelques mots concernant les violences faites aux femmes en Iran. Nous savons que les violences à l'égard des femmes existent partout dans le monde et malgré des avancées juridiques dans certains pays, nous sommes encore très loin de finir avec ce fléau mondial. Mais ce qui encore est plus grave en Iran, c'est que non seulement l'appareil juridique, la justice ne protège pas les victimes de violences, mais les violences à l'égard des femmes ont été intensifiées par un système juridique basé sur les lois misogynes et discriminatoires à l'égard des femmes. En une seule phrase, je ne vais pas prendre la soirée pour parler des violences qui subissent les femmes en Iran tous les jours. En une seule phrase, les femmes en Iran sont victimes de violences étatiques, et structurelles et systématiques. L'assassinat de Gina Mahsa Amini et Armita Grandvan, sur lequel je viendrai, par la police des mœurs et son remplaçant Hijaban est un symbole et un signe évident de la violence systématique du régime iranien contre les femmes. Cependant, les femmes en Iran luttent depuis des années contre toutes ces formes de violence qui subissent tous les jours. Elles luttent pour l'égalité et la justice sociale. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté est la continuité de leur combat depuis 4 décennies. Vous avez bien sûr suivi de près les événements qui ont secoué l'Iran à la suite de l'assassinat étatique de Gina Mahsa Amini. Toutefois, permettez-moi d'y revenir, car le mouvement Femmes, Vie, Liberté a une place importante dans l'histoire du combat contemporain des femmes et des peuples iraniens. J'ai bien dit des peuples iraniens, car Iran est un pays multipeuple. Il y a des Fars, des Kurdes, des Turcs, des Baloutches, des Arabes, des Turkmènes. Ce sont des peuples qui ont été réprimés sous le régime de Shah et continuent de l'être par le régime actuel d'une façon encore plus violente et systématique. Revenons sur les faits à l'origine du mouvement de Femmes, Vie, Liberté. Vous le savez, vous avez dû suivre, mais j'aimerais bien de revenir sur ce qui s'est passé en septembre 2022 en Iran. Le 13 septembre, Gina, jeune femme kurde en visite à Téhéran, est arrêtée et frappée par la police des mœurs pour une mèche de cheveux dépassant de son voile. Elle tombe dans le coma et décède le 16 septembre à l'hôpital Kasra à Téhéran. Le soir même, des centaines de personnes se rassemblent devant l'hôpital et protestent vivement contre le régime. Malgré la pression des autorités iraniennes, la famille de Gina Mahsa dénonce courageusement ce crime commis par la police des mœurs. Une vague de protestations surgit du Kurdistan qui a une longue histoire de lutte contre ce régime théocratique, répressif et centralisé. Et de faire rapidement sur toutes les villes du pays au cri
de femme, vie, liberté, Jin, Jian, Azadi, femme, Zan Zindagi Azadi, et slogan de lutte des femmes au Rojava. Vous avez vu sûrement, les femmes, en brûlant leur voile, ont ému la communauté internationale et provoqué un élan de solidarité inédit. Il faut rappeler que le porte-voile imposé par ce régime religieux aux femmes en Iran n'est pas un simple tissu sur la tête, c'est un outil de contrôle du corps des femmes. Si il est indéniable que les femmes et les jeunes filles se trouvaient au premier rang de ce soulèvement, il faut souligner que nous étions face à une révolte populaire à laquelle femmes, hommes, adolescents participaient au risque de leur vie. Cette fois encore, la force de police, les gardiens de la révolution, les passarans, les milices n'ont pas hésité à tirer à balles réelles ou avec des flashballs sur les manifestants. Des manifestants, ils l'ont arrêté massivement. Vous avez dû entendre, on n'a pas encore le chiffre exact, mais nous, les estimations font état de moins de 600 tués, parmi lesquels plus de 75 enfants, des milliers de blessés et des dizaines de milliers d'arrestations. À l'approche de l'anniversaire, de la date d'anniversaire de l'assassinat de Gina, dès le mois d'août 2023, il faut que vous le sachiez, le régime a commencé à procéder à des arrestations préventives et un état de siège non annoncé a été décrété dans certaines villes afin d'empêcher toute manifestation. De plus, le Parlement iranien a adopté un nouveau projet de loi qui impose des sanctions encore plus dures, portant gravement atteinte aux droits des femmes et des filles, ce qui n'empêche pas une grande partie des femmes de sortir non voilées dans les grandes villes. Le 1er octobre, Armita Grandvand, jeune fille âgée de 17 ans, qui ne portait pas le voile obligatoire, a été verbalement et physiquement agressée par une femme hijabban. Hijabban, c'est successeur de la police des mœurs. Et le régime a empêché presque 10 000 femmes pour contrôler les autres femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dans une station de métro, elle a été agressée verbalement et physiquement. Elle tombe dans le coma. Elle décède le 28 octobre. Ce crime récent nous rappelle douloureusement l'assassinat étatique de Gina Mahsa Amini. En employant des mesures de sécurité très strictes, y compris de faire admettre à l'hôpital militaire de Fajr, et en menaçant et exerçant de fortes pressions sur sa famille et ses amis, le régime théocratique et répressif a utilisé tous les moyens pour empêcher la solidarité des peuples avec la famille de Armita et toute forme de protestation. Cependant, il y avait quelques protestations par-ci, par-là, et le jour de son enterrement, une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont Nasrin Sotoudeh, qui est toujours en détention. Permettez-moi de partager avec vous une pensée émue et solidaire envers les familles des victimes et envers toutes les prisonnières et prisonniers politiques en Iran. La liste est longue et je me limite à citer quelques noms. Narges Mohammadi, depuis élu prix Nobel, Sepideh Gholian, Zeynab Jalalian, Reza Shahabi, la liste est longue, malheureusement. J'aimerais bien profiter de ce prix pour lancer un appel aux autorités françaises afin que toutes les réfugiées iraniennes soient accueillies sans aucune condition et qu'elles obtiennent le droit d'asile. Je signale le cas concret de plusieurs femmes militantes
qui ont fui l'Iran et qui se trouvent actuellement au Kurdistan et en Turquie, où elles ne sont toujours pas en sécurité et qui attendent depuis des mois un visa de l'ambassade de la France, malgré toutes les démarches et de notre Ligue en leur faveur. Nous avons envoyé des attestations au consulat en Erbil, en Turquie, mais on attend toujours avoir un visa d'asile pour les faire venir en France et de les mettre en sécurité. Alors, en conclusion, je peux dire quelques mots. La situation en Iran et particulièrement les conditions des femmes est toujours très inquiétante. Arrestation, condamnation, exécution. Mais malheureusement, la situation en Iran est actuellement en arrière-plan de l'actualité internationale. Certes, suite à la répression, le mouvement a changé de forme, mais la colère est toujours là et le mouvement continue. En dépit de la répression, les peuples d'Iran continuent de lutter pour la fin de ce dictateur théocratique. Sur ce chemin difficile, les Iraniennes et Iraniens ont plus que jamais besoin de votre soutien et de votre solidarité. Femme, vie, liberté. Merci. Alors, évidemment, passer après Irène est quelque chose d'assez difficile et je vais essayer d'en être digne. Monsieur le Président, mes chers amis, j'ai écrit un texte. J'espère qu'il ne sera pas trop lyrique, mais en tout cas, c'est la façon la plus directe que j'ai trouvée pour exprimer cette année de lutte, ma lutte que je partage avec mes amis et camarades d'Iran Justice. Le 8 novembre, à l'aube d'un jour nouveau, retentissait partout dans le monde libre le pouls d'une patiente pas tout à fait ordinaire. À quelques milliers de kilomètres de nous, les appareils de l'hôpital central de Téhéran battaient la mesure des pulsations d'une vie humaine après qu'on y ait semé une année durant la mort. De mémoire d'homme, jamais on n'eût eu aussi peur pour la santé de la dissidente et prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. La frayeur d'abord pour cette militante téméraire, tout juste transférée de la prison la plus sécurisée du pays, après 4 jours de grève de la faim. L'admiration ensuite, car ce matin-là, au péril de sa vie, elle venait d'arracher une victoire inédite au pays des mollahs. Debout et digne, elle s'était dressée devant ses bourreaux et leurs odieux chantages aux soins. Le voile ou la mort, lui répétait inlassablement ses geôliers. Pour Narges Mohammadi, ce sera ni l'un ni l'autre. Elle a choisi la vie, toute la vie, quitte à y laisser un petit peu de la sienne. Sa détermination eut finalement raison de ses bourreaux qui, las, la transportaient fragile et puissante, là où on soigne, là où on répare les vivants. Au premier examen, sous escorte, entravée dans chacun de ses mouvements, mais pourtant si libre, car ce matin-là, Narges se rendait à l'hôpital les cheveux au vent. Elle regagnait aussitôt sa cellule et elle dira « Jusqu'à l'abolition de la loi portant obligation du hijab, en l'honneur de Gina Mahsa Amini, d'Armita Garavand et de toutes les filles et femmes d'Iran, tuées pour leurs mèches de cheveux, je continuerai à marcher la tête découverte et vous, gouvernement religieux tyrannique d'Iran, vous tremblerez à la vue des femmes sans voile. » La lutte de Narges et du peuple iranien contre l'ordre tyrannique, obscurantiste et misogyne nous est familière. Elle fait partie de notre histoire,
c'est le récit universel pour le progrès et pour la raison, contre la superstition, contre les tyrans, qu'ils soient d'ailleurs coiffés d'un diadème ou d'un turban. C'est celui de la lutte contre le parti clérical, contre le parti religieux et son instrument le plus réactionnaire et le plus vicieux, la loi religieuse. Qui de plus qualifié que les juristes pour combattre les effets des lois injustes, certes quand les juristes ne les ont pas écrites? Qui d'autre encore que les juristes pour porter l'accusation, pour établir la responsabilité de ceux en Iran, au nom de Dieu, qui ont tué, violé, éborgné, enlevé, emprisonné, pendu en toute impunité? Qui pour saisir la justice lorsque les droits humains inaliénables sont violés, au nom de Dieu encore, par les tribunaux révolutionnaires des mollahs bouchers? Est-il seulement possible pour nous juristes d'inventorier méthodiquement les crimes de la République islamique d'Iran, de les classer par typologie, de tenir en quelque sorte une comptabilité rationnelle de la mort, sans perdre nous-mêmes en humanité? Ne devrions-nous pas prendre garde, pour paraphraser un célèbre philosophe, dans notre combat contre les monstres, à ne pas le devenir nous-mêmes? Aussi, je voudrais remercier mes amis, mes camarades de lutte, Mona, Alice et Frédéric, mes collègues d'Iran Justice qui se trouvent dans la salle, qui s'impliquent avec autant de dévouement, de conviction, en humanité avec leur sensibilité, dans l'entreprise difficile, il est vrai, dans laquelle nous nous sommes lancés. Mais je veux aussi remercier nos camarades de lutte qui ont dédié toute leur force et toute leur énergie à ce combat. Ils sont aussi ici. Sahar, Daria, Peyman, Valamaz, Kian, Aïda, Sépidé, Negin, Nassan, Irène et beaucoup d'autres amis. Quand l'effroi guette chacun d'entre nous, nous nous rattachons à cette grande idée que nous nous faisons de la justice, celle qui n'est pas la justice des ayatollahs. Une justice sécularisée, indépendante, rendue par des juges civils et impartiaux et non par des clercs, non par des militaires. Une justice qui reconnaît à l'accusé le droit de se défendre, de connaître les charges qui lui sont reprochées, de choisir son avocat. En définitive, et dans l'état de droit, une justice fondée sur la loi civile et non sur la loi religieuse, qui punit par lapidation ou par pendaison la corruption sur terre, le blasphème, l'apostasie, l'homosexualité et l'infidélité féminine. En définitive, une justice qui punit et répare, mais qui ne laisse aucune place à la vengeance, qui ne laisse aucune place à la loi du talion. Une justice équitable qui proscrit tout châtiment inhumain, cruel et dégradant, et donc qui interdit la peine de mort. Bref, une justice humaine pour une humanité juste. Alors, affairés à notre petite tâche de citoyens, chacun à notre place, avec nos disciplines, nous nous rappelons que si la loi tyrannique est une arme n'est rien par elle-même, elle n'existe que par la main qui la saisit et la nourrit. Et cette main, celle que Narges Mohammadi appelle le gouvernement religieux autoritaire. Et cette main, il faut évidemment l'anéantir, comme le disait en son temps le plus vigoureux défenseur de la laïcité. Alors, certes, Victor Hugo n'était pas avocat, il avait d'autres qualités, et c'est en tout cas de lui qu'on tire le plus éloquent plaidoyer contre le parti religieux et contre la théocratie en général. Les mots d'Hugo auraient pu être ceux du peuple iranien en lutte contre la dictature milito-religieuse de l'ayatollah Khamenei. Lui, qui refusant de voter l'abandon de l'instruction publique à l'ordre religieux et moral, haranguait ses collègues de l'Assemblée nationale. Je vais donc vous donner lecture. Je m'adresse ici au parti clérical, je le sens un peu partout, il a l'oreille fine, il m'entendra. Je ne veux pas
vous confiez l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie, les générations nouvelles, c'est-à-dire l'avenir. Votre loi, la loi de Dieu, est une loi qui a un masque. Elle dit une chose, mais elle en ferait une autre. C'est une pensée d'asservissement. Vous êtes, vous le parti clérical, non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. À qui en voulez-vous donc? Je vais vous le dire. Vous en voulez à la raison humaine. Pourquoi? Parce qu'elle fait le jour. Nous connaissons le parti clérical. C'est celui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui tient pour vérité l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui a persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée. De par Saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. Découvrir la loi du ciel était une impiété. Trouver un monde était une hérésie. Qui que vous soyez, qui vous appelez le parti catholique ou qui êtes le parti clérical, nous vous connaissons. La prose d'Hugo pour conjuguer le sort, mais aussi et surtout la puissance d'action et de mobilisation des hommes, mais surtout des femmes, et des femmes de loi dans le combat contre tous les obscurantismes. Dans la grande histoire des luttes, les avocats et de leurs confrères ont souvent mené la charge contre les ordres réactionnaires, cléricaux et patriarcaux. Les Iraniennes Shirin Ebadi, Nasrin Sotoudeh et la franco-tunisienne Gisèle Halimi se sont érigées à l'unisson contre les lois de domination, les lois patriarcales qui infériorisent les femmes, les discriminent, leur refusent leurs droits économiques, sociaux, patrimoniaux et familiaux. Dans les tribunaux, mais aussi dans la société, les avocates ont toujours bataillé, argumenté, plaidé pour abolir les lois injustes, les lois qui entravent, qui enferment économiquement, qui enferment socialement les femmes. Mobilisées dans leurs sections syndicales, dans leurs associations, dans leurs mouvements de solidarité qu'elles ont créés, qu'elles ont dirigés, elles ont œuvré à l'émergence d'une conscience. La conscience de la femme enfermée, niée dans sa sexualité, éloignée de la décision politique, écartée du pouvoir économique et soumise à la loi du mari, du frère, dépossédé de son corps. En 2009, à l'appel de l'avocate et prix Nobel iranienne Shirin Ebadi, les Iraniennes rassemblaient plus d'1 million de signatures pour abolir les lois discriminatoires. Les lois religieuses en Iran, comme parfois ailleurs, postulent que la vie d'une femme vaut moitié moins que celle d'un homme, qu'elle hérite moins que son frère, qu'elle peut être donnée à marier dès 9 ans, que son témoignage vaut moitié moins que la parole d'un homme. En 2019, ce sont encore les Iraniennes, les mères, cette fois, qui demandaient justice pour leurs morts. 1500 manifestants, dont la plupart étaient leurs fils, leurs filles, étaient froidement abattus en 3 jours par les milices de Khamenei. En 2020, ce sont les actrices, les comédiennes iraniennes, qui dénonçaient dans un exceptionnel mouvement de libération de la parole, inédit au pays des mollahs, les violences sexuelles dans le milieu pionnier du cinéma iranien. Et pour finir, comment oublier que c'est pour une mèche de cheveux découverte, un cheveu de jeune femme, la jeune Gina Mahsa Amini, que les braises révolutionnaires se ravivaient de nouveau à l'automne 2022. Alors que nous nous trouvons entourés ce soir de la société savante, nous nous souviendrons qu'en toutes époques et en tout lieu, les femmes se sont emparées des sciences humaines pour arracher leur émancipation. Bien des livres sacrés, des plus misogynes d'ailleurs, furent écrits non par Dieu, mais par des hommes de loi. George Sand et ses camarades se battaient ainsi contre ce qu'elles avaient baptisé l'infâme Code civil, dont l'éminent rédacteur, le professeur Portalis, disait en guise d'introduction « L'obéissance de la femme est un hommage rendu à celui qui la protège ». Comment résister alors que nous nous trouvons dans ce temple de la connaissance, qu'est le Collège de France, à rappeler que pendant des siècles, la doctrine scientifique, pour paraphraser
une immense historienne qu'est Michel Perrault, la doctrine scientifique n'a défini la femme tout entière que dans son appareil d'engendrement, son utérus. Aussi, pour la société savante, comme pour les clercs, pendant longtemps, ce fut mulier in utero. Française, iranienne, afghane ou que sais-je, on a donné la femme en mariage. Parfois, on la donne encore, on la prend, on la possède. À l'aune du combat des Iraniennes, on se rappellera que la laïcisation du droit est une conquête du féminisme. À la sainte trinité mortifère, loi, société, Dieu, les Iraniennes puissantes et organisées ont substitué leur devise. Et elle résonne familièrement avec la nôtre, femme, vie, liberté, liberté, égalité, fraternité. Dans leur entreprise, elles ont déployé tous les talents, tous les arts. Golro Iraï, écrivaine censurée, a payé de sa liberté d'avoir fustigé la lapidation dans un roman qui ne verra jamais le jour. Dans la sinistre prison d'Evin, à ses côtés se trouve la couche de Sadigé Vasmari, théologienne, poétesse iranienne, qui a renoncé au voile obligatoire après l'avoir honoré toute sa vie durant, en solidarité avec celle tombée pour le voile. Ne vous inquiétez pas pour moi, occupez-vous de l'Iran, les rassure leur co-détenu, Bahoré Hedayat, après avoir rompu sa 3e grève de la faim pour exiger la libération de tous les prisonniers d'opinion en Iran. Entre les barreaux froids de la prison politique, s'est donc érigée la Cité des Dames, imaginée par Christine de Pisan, la première de toutes les féministes. Elle, qui, s'adressant aux générations futures, eût dit « L'histoire enseigne que le royaume d'Amazonie fut autrefois établi grâce à l'initiative de nombreuses femmes, fort courageuses, qui méprisaient la condition d'esclaves. Ainsi, ma chère enfant, l'édifice dont tu as la charge de construire et que tu bâtiras sera bien plus forte. Je te fournirai un mortier résistant et incorruptible afin que tu fasses de solides fondations et que tu lèves tout autour des grands murs. » Narges Mohammadi, Sepideh Gholian, Bahoré Hedayat, Zeynab Jalalian. Elles sont aujourd'hui derrière des murs, les murs de la prison politique. Christine de Pisan, Gisèle Halimi, Michel Perrault, elles forment toutes la grande cité des dames, cette porte d'entrée dans le royaume de l'égalité entre les genres, entre les sexes. Dans leur lutte, elles sont aidées de leurs frères, le peuple iranien. Indocile à son sort, plusieurs fois s'est soulevé. Dans les rues, des rassemblements se sont formés avant d'être réprimés dans un bain de sang. Cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement. C'est Aimé Césaire, le révolté. Alors, le peuple iranien, est-ce qu'il est, encore une fois, passé à côté de son cri, à côté de son mouvement? Comment ne pas voir dans ce cri étouffé, sous le poids du plomb et du bâton, quelque chose qui inquiète? La lutte iranienne sera-t-elle un jour victorieuse? 150 ans de lutte mortelle pour la liberté, sans un seul jour de liberté. Trouverons-nous dans le livre de la guérison du médecin et philosophe persan Avicenne les remèdes aux maux qui rongent l'humanité? Lui qui disait que le temps fait oublier les douleurs, qu'il apaise la colère et étouffe la haine, de sorte que le passé n'eût jamais existé. Mais comment se résoudre à oublier le passé et avec lui la mémoire des jeunes manifestants dont la vie a été injustement volée? Gina, Addis, Kian, Aïda, ils sont nos morts, les morts de l'humanité tout entière. Ils n'avaient pas 30 ans. Mohammad Mehdi Karami avait tout juste 20 ans lorsqu'il dit à son papa « J'ai reçu le verdict, je suis condamné à mort, mais ne dis rien à maman. Il sera exécuté à l'aube du jour d'après. » Il suivra Majid Reza Ravana qui dit avant d'être pendu « Ne pleurez pas sur ma tombe, ne lisez pas le Coran, dansez et chantez et soyez joyeux. » Après une année entière où la République islamique d'Iran a pendu chaque jour à l'aube, avant la prière, le soleil s'est rendu complice des bourreaux. Jamais nous n'oublierons
nous pardonnerons, peut-être. Tous, nous ferons en sorte que justice soit rendue dans les tribunaux, dans les urnes, pour les gens et pour l'histoire. Et pour se remémorer toujours le prix de la liberté et des sacrifices qu'elle demande, il y a les prix, il y a les distinctions, et bien sûr, il y a les artisans des causes justes. Aussi, au nom d'Iran Justice, mais plus largement des associations iraniennes mobilisées, je voudrais remercier l'Union rationaliste qui nous fait l'honneur de nous attribuer ce prix, car votre combat pour la raison est le nôtre, c'est aussi celui des Iraniens. Et je voudrais terminer avec ce texte, qui est celui d'Avicenne, qui nous dit « Il est tombé vers toi, du lieu suprême, une colombe de couleur cendrée, invisible à l'œil même du savant, et pourtant elle était dévoilée, elle n'était pas couverte de la burqa. Elle s'assoupit, et alors, le voile s'étant soulevé, elle vit ce que ne perçoivent pas les yeux endormis. » Voilà, alors j'espère ne vous avoir pas endormi et j'espère que c'est éveillé que nous poursuivrons ensemble ces combats. Irène Ansari, Shirin Ardakani, merci pour ces deux discours extraordinairement éloquents et puissants. Je crois qu'on n'en a pas entendu d'aussi puissant depuis que ce prix existe. On en a guère entendu d'aussi puissant. Alors, il y a une tradition, c'est qu'il peut y avoir un dialogue avec le public. Il y a des questions. Et je vais peut-être amorcer la pompe des questions en vous demandant dans quelle mesure les hommes participent aussi au combat de la défense des droits des femmes, que ce soit en Iran ou au sein de vos associations. Est-ce que vous êtes arrivés aussi à mobiliser en partie les hommes? Irène, que diriez-vous? Oui, ici on essaye quand même de, comment dirais-je, encourager les hommes pour participer à nos combats. En Iran aussi, je pense que surtout la nouvelle génération a pris conscience qu'on ne peut pas parler de la liberté et de l'égalité dans une société où on réprime les femmes. Et c'est pourquoi pendant ces dernières révoltes, que tu as très bien expliqué, il y avait des jeunes hommes, des hommes à côté des femmes pour les défendre. Oui, parce que pour moi, lutter pour l'égalité, ça ne se fait pas toute seule, c'est pas entre les femmes, c'est avec les hommes qu'on doit mener ce combat. Et c'est très important qu'ils soient de plus en plus impliqués dans ce combat qu'on menons pour l'égalité, tout court, entre les différentes nations. Je ne sais pas, Shirin. Oui. Non, mais ce que dit Irène est évidemment tout à fait juste. Peut-être pour compléter sur en Iran, moi, ce que j'ai pu percevoir, c'est que le mouvement est enclenché par les femmes, mais que pour la première fois, peut-être de façon inédite, il y a non seulement une bienveillance, mais il y a aussi des actes de solidarité active. Je prends des exemples très concrets. On a eu dans les universités des grèves des étudiants qui exigeaient des espaces de mixité, puisque par exemple dans les réfectoires à l'université, c'était des réfectoires qui étaient non mixtes. Et donc ensemble, étudiants, filles et garçons, exigeaient un retour, même s'ils ne l'avaient jamais connu, à des espaces de mixité, par exemple. Où on a vu des épisodes où, par exemple, dans les transports en commun, quand des jeunes femmes se faisaient harceler par des membres de la police des mœurs pour remettre leur voile, et bien effectivement, assez spontanément, mais d'ailleurs des hommes et des femmes se positionnaient un peu en rempart pour leur venir en aide, et sortaient de l'individualisme. Donc ça, effectivement, c'était des dynamiques intéressantes qui auparavant n'étaient pas constatées, puisque c'était le chacun pour soi, en fait. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Comment vous aider?
Allez, vas-y, toi, en premier. Bon, il y a ce qui est de l'ordre du concret, il y a de ce qui est de l'ordre du symbolique. Évidemment, par exemple, ce soir, ce sont des choses qui sont symboliques et qui peuvent se traduire en choses très concrètes, puisque quand on fait des appels à volontaires, voilà, il y a plein de petites choses, mais on le sait, quand on est impliqué dans des associations, il faut du monde pour organiser des choses, des événements, parfois pour faire des tâches qui sont des petites besognes, et effectivement, on n'est pas assez nombreux pour organiser des manifs, des rassemblements. Bon, il y a des choses qui sont de l'ordre du très concret, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre des moyens humains, financiers, puisque, voilà, bon, évidemment, on est une équipe de juristes, on fait comme on peut, mais effectivement, nous ne sommes pas des militants professionnels et nous n'avons pas vocation à le devenir. Mais on voit bien qu'à un moment, établir la liste des crimes du régime iranien entre minuit et 4 heures du matin et le week-end, avec l'énergie que nous y mettons, à un moment présente des limites. Voilà. Pour le dire très brièvement. L'Union rationaliste adhérera à vos associations. Ah, bon, bah on s'en réjouit en tout cas. Mais je pense que, comme je disais à la fin de mon intervention, il ne faut pas laisser passer à côté ce qui se passe en Iran. Donc c'est important de continuer à dénoncer les crimes commis par ce régime. Je suis consciente que l'actualité s'est influencée un peu, si vous voulez, par ce qui se passe, mais les luttes des Iraniens et des Iraniennes continuent. Il ne faut pas oublier que, comme je disais, ils ont besoin qu'on en parle, et puis de toute façon, elle est mieux placée au niveau juridiquement. Il faut pouvoir rassembler des épreuves, des éléments pour pouvoir condamner ce régime devant les instances internationales. Ça c'est important, et ça demande une énorme énergie, j'imagine, comme tu disais, au sein de votre collectif. C'est pas si évident que ça. Et en ce qui concerne notre association, nous avons toujours besoin des bras, des personnes qui peuvent accompagner notre public, les femmes victimes de violences, la traduction de leurs récits. Donc voilà, de toute façon, vous avez les coordonnées de l'association et vous pouvez nous contacter pour nous aider un peu. Oui, alors du coup, en t'écoutant, Irène, il m'est venu. Effectivement, alors, Irène le disait, nous, on fait un travail de documentation, c'est-à-dire de preuve. Donc, par exemple, pour établir la responsabilité de quelqu'un qui est accusé d'avoir commis un crime, encore faut-il avoir des éléments probants. Et un des importants, notre matériau essentiel, c'est les témoignages qu'on va recueillir d'un certain nombre de personnes qui ont été amenées à fuir les persécutions en Iran. Et effectivement, quand ces personnes arrivent ici en France, il faut être en mesure de pouvoir les accueillir. Et effectivement, on le sait, les structures au titre de l'asile parfois sont débordées. Et on le sait, il y a véritablement des difficultés à prendre en charge les demandeurs d'asile, par exemple. Et il peut arriver que nous ayons des personnes qui ont besoin, pas forcément pour l'éternité, mais pour quelques jours, quelques nuits, d'un endroit sûr, avec des personnes qui sont en capacité de pouvoir les accueillir dignement. Alors, pour le moment, on l'a fait de façon très artisanale, avec les réseaux d'amis, de militants que nous avions, mais voilà, si à toute fin, je lançais un appel, s'il y avait quelques bonnes âmes, voilà, en tout cas, vous savez où nous trouver. Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement. Oui. Bonjour. Rassembler beaucoup de preuves contre ce gouvernement et toutes les atrocités qu'ils font, c'est une chose, mais ça fait des années et des années, il y a beaucoup de preuves. Et comment est-ce que vous avez... je veux dire, simplement, à quoi ça sert? Parce que tout le monde le sait et tout le monde est au courant. Qui est-ce qui à un moment va décider de condamner ce gouvernement, puisque les États ne le font pas parce qu'ils ont le moche
avec le gouvernement parce qu'ils en profitent. Je veux dire, je suis très très reconnaissante de ce que vous faites, mais tout compte fait, à quoi ça sert? Juriste, oui. Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, et d'ailleurs on en parlait pas plus tard qu'avant-hier avec Mona, donc de mon collectif, qui au fond révisait un grand oral de liberté fondamentale puisqu'elle elle présentait le barreau. Et effectivement, quand on déclinait tous les textes internationaux, on se disait, après tout, quelle belle déclaration, ces droits formels que sont la liberté d'expression, voilà, la liberté d'aller et venir, enfin voilà, un certain nombre de libertés formellement reconnues, mais qui en réalité, dans les faits, ne sont pas appliquées. Et on voit bien effectivement que le droit international présente des failles, puisque les criminels de guerre s'en sortent. Il y a actuellement, à l'heure où la guerre fait rage dans les 4 continents, des criminels en tout cas ou accusés comme tels qui ont des mandats d'arrêt, je pense à quelques chefs d'État et qui en toute impunité peuvent quand même aller et venir, en tout cas dans certaines parties du monde. Donc on peut se dire mais à quoi bon finalement et ne plus avoir d'espoir dans le droit international. Et en même temps, les juristes que nous sommes, on ne peut pas se résoudre à cette option, parce que sinon, ça reviendrait à dire, on ferme la boutique, on arrête, et puis après tout, ça ne sert à rien de se battre avec les outils qu'on a. Donc, on est conscient qu'il y a des difficultés et qu'on ne va pas demain traduire en justice, mais la justice est un temps long. On est plutôt déterminé, et si c'est dans 30 ans, c'est pas grave, ce sera dans 30 ans, et on aura les procès criminels alors l'ayatollah Khamenei, je pense qu'il sera peut-être plus là, on l'espère, même s'il est quand même assez tenace, mais ce sera peut-être ses successeurs, ou peut-être d'autres, mais en tout cas la justice finira de toute façon par être rendue. Donc il faut qu'à ce moment-là, on ait un matériel, des choses à montrer, et puis je vais être très claire aussi, c'est qu'on a besoin de se sentir engagé, parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Donc en attendant, effectivement, on rassemble des preuves. Je ne vais pas dire qu'on s'occupe, mais voilà, on fait le travail de juriste. Je vais préciser tout à fait, c'est tout à fait respectable et tout à fait énorme ce que vous faites. Mais au fait, c'est qu'il faut qu'à un moment, ce gouvernement tombe pour qu'on puisse utiliser ce que vous faites. Et c'est là où c'est un peu... Le désespoir, c'est ça. C'est sur ce point. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bonsoir, je m'appelle Razal, je suis juriste internationale pour la Croix-Rouge et c'est juste pour votre question. Après, sur le droit international, je devrais vous voir en privé, on pourra parler. Mais sur l'utilité en fait, du rassemblement de ces témoignages, je pense que c'est bien de faire un lien aussi avec les associations et les personnes, les militants des associations que Irène représente et qui existent aussi en France et d'ailleurs en Europe et même dans d'autres pays où il y a eu déjà une première vague de réfugiés puisque le régime commençait déjà en place depuis 45 ans. Donc il y a eu déjà des vagues successives de réfugiés politiques, il y a eu des vagues de migration et il y a eu toute une documentation, comme vous le soulignez justement, qui existe déjà. Donc en fait, là où ça sert, c'est de consolider notre connaissance sur les crimes du régime commis depuis déjà 45 ans et même bien avant, et de pouvoir notamment les aider dans les demandes d'asile, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Donc c'est hyper important que ce travail de documentation soit fait, déjà en France au niveau de tout le lien qui existe avec les organismes comme l'OFPRA ou d'autres organismes pour pouvoir accueillir ces personnes qui demandent l'asile. Après, sur les questions plus de droit international qui vous intéressent, parce que vous voulez vraiment avoir la responsabilité de l'État iranien mis en avant et donc condamné, ça c'est vrai que c'est des questions vraiment très pointues qui ne concernent pas la France, mais qui concernent la compétence universelle des États comme la France, et qui sont beaucoup plus, effectivement, elles sont très bancales. Et là on le voit, parce que vous avez mentionné le conflit Israël-Hamas, on voit bien que le droit international est très impacté par la réalité et que tant qu'il n'y a pas une volonté plus internationale de vouloir mettre en application ces règles de condamnation, on n'y arrivera pas. Mais il ne faut pas, comme vous le dites aussi, il ne faut pas désespérer non plus. Les gens existent pour mettre ça en avant et c'est hyper important le travail que vous faites de documentation et de relais avec vous, avec la population civile, pour alerter l'opinion. Et je crois que c'est la force du droit international d'être basé aussi sur cette opinion publique-là. Je peux rajouter, en plus de ce que Razal a expliqué, d'ailleurs Shirin aussi, il y a quelque chose, madame. Vous savez, continuer à dénoncer ce régime criminel,
ça apporte l'espoir au peuple en Iran. C'est important. Vous avez vu, quand il y avait des manifestations massives en Europe, ça encourageait les Iraniennes et Iraniens qui luttent contre ce régime au prix de leur vie. C'est pourquoi, même par le principe de devoir de l'humanité, des citoyennetés, il faut continuer à dénoncer ce régime, à faire des actions, afin un jour sera condamné, peut-être, mais même indépendamment de ça. Quand on regarde l'histoire des luttes dans les différents pays, même qui a abouti à renversement d'un régime comme Pinochet ou d'autres dictateurs, il y avait les luttes à l'intérieur, mais il y avait des luttes de soutien à l'extérieur, que ce soit le diaspora de pays en question ou les forces humanistes qui ont aidé ces personnes. Donc c'est important. Je sais que psychologiquement, c'est compliqué de voir tous les sangs versés depuis tous ces ans, mais on n'a pas encore acquis ce qu'on voulait. On n'a pas pu encore renverser ce régime. Mais il ne faut pas se désespérer, il faut continuer. Et une réunion comme ce soir, un prix comme ce soir, ça va dans la même direction pour soutenir les femmes et les hommes qui luttent en Iran. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose, c'est qu'il y a dans cette salle un nombre de militants et de militantes qui font un travail incroyable et qui ne prennent pas toutes et tous la parole, mais si certaines ou certains voulaient le faire, c'est le moment. Nous irons tout à l'heure boire un coup au 4e, et vous êtes invités à venir échanger avec nous, mais si certains d'entre vous, par exemple Safoura, je pense au travail que tu fais silencieusement depuis des années, ça me fait pleurer, mais voilà, je sais qu'il y a parmi vous, et je trouve cette assemblée très émouvante pour cela. Des gens qui n'arrêtent pas à qui on remet symboliquement le prix, évidemment, mais s'ils veulent nous dire aussi comment ils bossent, je pense à Foura, au travail que tu fais. Merci beaucoup, Emmanuel. Pendant des années, j'ai eu l'honneur de travailler avec Iran sur des différents dossiers, surtout pour la traduction des biographies des femmes exilées, particulièrement iraniennes et afghanes. Et c'était vraiment un travail passionnant. Le problème, c'est qu'il fallait beaucoup taper, beaucoup écrire, et j'ai eu des problèmes aux yeux, je n'ai pas pu continuer là. Mais si vous avez d'autres choses, en ce moment, je travaille depuis quelques années avec les CADA de Paris. Donc je suis interprète, mais interprète orale, tout simplement. Donc c'est des juristes, ce sont des juristes qui reçoivent les femmes exilées, et je suis l'interprète des Afghanes et des Iraniennes. Et évidemment, c'est passionnant parce que chaque vie, enfin vous le savez, c'est pas beaucoup, chaque vie est un drame. C'est absolument incroyable tout ce que vous lisez dans les journaux, tout ce que vous entendez, c'est rien à côté de ce que ces femmes ont vécu. Rien que pour traverser de l'Afghanistan, de l'Iran jusqu'à venir ici. C'est horrible parfois, elles ne peuvent même pas le raconter tellement c'est effrayant. Donc je fais, vraiment c'est rien, travail d'interprétation, mais si vous avez, Ilan le sait, si vous avez d'autres choses à me proposer que je puisse faire, je le ferai avec plaisir. Et je tiens absolument. Alors, ma chère Safoura Clément, c'est une bénévole de notre association. Elle était à nos côtés toujours et surtout dans les moments difficiles. Que ce soit la traduction des récits, même pour les dossiers de demande de subvention, tu te souviens? Il y avait... Et donc, alors vraiment le travail qu'elle a fait pour la Ligue des femmes iraniennes, c'est un travail. En plus, le soutien psychologique qu'elle m'a porté, qu'elle me porte toujours dans les moments difficiles, quand j'en ai jusque-là, c'est avec ses paroles, ses encouragements, que j'arrive à continuer. Merci encore, Safoura.
on a la chance aussi d'avoir dans la salle Martine Lombard, qui est une éminente juriste française. D'abord, Martine, je te remercie d'être parmi nous ce soir. Et peut-être tu pourrais dire aussi, toi, ton combat. Non, je veux dire juste quelques mots, effectivement. Je crois que ce que vous faites est très important déjà, et vous l'avez dit, pour documenter devant la Cour nationale du droit d'asile les dossiers des personnes qui vont demander cet asile. Et c'est vraiment un travail très très important de documenter tout ce qu'ils supportent. Je crois aussi que nous le savons tous ici, malheureusement, le droit français devient de plus en plus restrictif. Et donc nous avons aussi un travail à faire de conviction auprès de la population française. Et ce que vous faites est aussi utile pour essayer de faire prendre conscience à la population française que le droit d'asile, ce n'est pas simplement l'insécurité pour les Français. C'est un devoir que nous avons d'accueillir celles qui souffrent tout particulièrement. Et donc je vous remercie par avance de tout ce que vous faites, pas seulement par avance, a posteriori. Merci encore. Mais vous savez que nous vivons une période difficile en ce moment, en Europe en fait, dans le monde, avec des montées de l'extrême droite. Et donc ici, je sais que nous nous adressons à des convaincus, mais nous avons une parole à donner à l'extérieur pour essayer de combattre ce mouvement qui est en train de monter et qui va restreindre encore les possibilités d'asile. Donc voilà, c'est comme professeur de droit français. Vous voyez, je suis vraiment embarrassée par ce que vit la France, ce qu'elle ne fait pas assez. Donc merci à vous. Merci à vous.